La nouvelle législature commence avec à la clé des promesses de campagne qu'il faut tenir. Mais la base demeure l'amélioration de l'économie, d'où seront tirés les moyens pour financer les dépenses publiques. Quels sont les acquis et les défis économiques des 5 prochaines années? C'est l'essentiel de ce deuxième dossier. L'année 2024 qui commence est aussi le début de nouveaux quinquennats politiques qui aligne lui aussi ses défis sur tout le plan, notamment sur le plan économique. La campagne électorale ayant fait l'objet de plusieurs promesses, tout ou presque au rang de réponse si et seulement si l'économie se porte bien dans les 5 prochaines années. Les estimations qu'on s'est fait à la maison diffèrent de loin de la réalité du marché. Les prix augmentent de jour en jour. Auparavant, juste avec 10 000 francs congolais, il était possible de couvrir les charges liées à la cuisine. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il faut 20 000 francs, soit 10 $ pour assurer une journée. Quels sont les acquis du mandat dernier qui pourront consolider de l'élan d'une économie croissante? Parler des acquis économiques de 5 années de Félix Tshisekedi au pouvoir, selon des observateurs, c'est chercher à comprendre les bases d'une économie qui n'a pas trop décollé. Confrontée à l'inflation qui a plus que doublé dans les 3 dernières années, l'instabilité de la monnaie nationale ou le déficit de la production locale, la RDC a subi, comme dans toutes les économies du monde, les affres de la pandémie du Covid-19 et les conséquences lointaines de la guerre russo-ukrainienne. Surmontant les défis posés par la pandémie pour réaliser des taux de croissance économique qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Mais dans l'économie, tout n'était pas morose. À la première année de son mandat, Tshisekedi a réussi à faire revenir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces institutions de Bretton Woods ont conclu des accords de financement de nouveaux programmes en RDC, avec un peu plus de 8,6 milliards de dollars américains repartis dans 25 projets, dont 2 seulement au niveau régional. Alors que les services ont pu être affectés négativement par les restrictions dues à la pandémie mondiale en 2020, ils ont ensuite montré une reprise avec une croissance de 2,7% en 2022 et une projection de 4,2% en 2023. La croissance économique n'a pas atteint 2 chiffres, mais elle est partie de 4 pour plus ou moins 6% à fin 2023. Les quelques réformes qui ont apporté de la valeur ajoutée sont à inscrire dans la lutte contre la mauvaise gestion des finances publiques, dans l'opération baptisée patrouille financière menée par l'Inspection générale des finances. Au-delà du budget de l'État qui a atteint 16 milliards de dollars américains en 2022, le gouvernement a réussi à régulariser environ 2000 agents et fonctionnaires publics, bien que le salaire soit resté modeste, sans réel pouvoir d'achat. Qu'en est-il de potentiel économique réel de la RDC ou de réformes possibles et des priorités absolues d'un environnement économique? Au service du progrès social, le gouvernement du prochain quinquennat a à sa disposition plusieurs pistes pour valoriser l'économie de la RDC. Selon les spécialistes, à la base, il faut une bonne administration du domaine économique à travers l'organisation de l'exploitation de ressources naturelles dans leur ensemble. Le défi le plus grand, c'est regarder comment on peut travailler sur les 2 fronts. 1, le secteur minier industriel, 2, le secteur minier artisanal, qui représente entre 30 et 40% en fonction du type de minerai. Et donc, avoir une stratégie pour les 2 donnera une opportunité au pays de pouvoir faire des choses voulues, organisées et structurées. Sans un mécanisme efficace de gestion de traçabilité et de transformation locale de minerais, pétrole, bois et autres produits d'exportation, la RDC va continuer à vendre ses matières premières brutes et comme un peu au prix du gros, sans une chaîne de valeur pour le mesurage de la vraie teneur ou la transformation de matières congolaises d'exportation. Le pays va demeurer perdant à 2 niveaux. En quantité parce que connaissant la vraie qualité de produit, en prix qui est d'ailleurs fixé par les acheteurs. Le réel défi des autorités demeure la diversification de l'économie par le décollage des autres secteurs oubliés en dehors du secteur minier. Depuis toujours, elle rapporte à elle seule 100% des devises et 70% de recettes publiques de l'État. Pourtant, la RDC, avec ses 80 millions de terres arables, ses potentiels hydrauliques et sa forêt, son climat et sa position au cœur de l'Afrique, le pays offre des opportunités d'une coopération multilatérale. L'agrobusiness, les textiles, l'énergie, le commerce formel, le tourisme, le sport, la culture, la banque, l'immobilier, l'industrie propre, le marché carbone, le transport et que sais-je encore, sont de vraies niches sur lesquelles le gouvernement peut investir et évaluer leur contribution au développement tant recherché dans les 5 prochaines années. Il n'est bon que les provinces, les entités territoriales décentralisées, les territoires
soit productif. C'est de cette manière qu'on peut avoir plusieurs pôles de production et être en mesure de pouvoir baisser la pression intérieure en termes de prix. Dans le domaine fiscal, il faudrait optimiser les impôts d'entreprise et de personnes physiques. Beaucoup de spécialistes fiscalistes s'accordent que les impôts est le principal moyen de financement des politiques publiques sont mal encadrés et mal payés en RDC. La taxe sur la valeur ajoutée qui cumule la moitié des recettes publiques, sous d'autres cieux, peine à avoisiner le 20% de revenus fiscaux en République démocratique du Congo. L'impôt foncier et la taxe sur le revenu locatif rétrocédés aux provinces sont non seulement mal gérés, mais surtout et presque pas exigés à tous les redevables. Le contrôle fiscal est faible justement à cause de l'inefficacité de services d'assiette au Congo-Kinshasa. Tant que le paiement de droits de l'État sera exercé de manière presque volontaire et délibérée, pourtant, ce légal et réglementaire, le Congo demeurera sous-développé et confié à un analyste. Des problèmes sont nombreux et des défis énormes dans la gouvernance économique en RDC. Si les animateurs des institutions issues de dernières élections en font leur cheval de bataille, ils pourront en ce moment se doter de moyens conséquents pour répondre aux besoins sociaux de base de la population. Plus loin, ils seront à même de financer la guerre, résorber le chômage, augmenter le revenu par habitant et restaurer le pouvoir d'achat et réduire les inégalités, retenues comme priorité de 5 prochaines années, s'il faut se fier aux promesses de campagne bien sûr. Président Ndoboni, le quinquennat qui arrive, qui commence, est celui d'enjeux majeurs économiques, précisément, surtout au regard des promesses de campagne. Effectivement, vous savez, la question sociale est totalement liée à l'économie parce que ça relève de la loi de l'offre et de la demande. D'une part, il y a la demande qui est la question purement sociale et il y a l'offre qui est la question purement économique parce qu'il faut donner l'emploi, il faut donner à manger, il faut donner toutes ces choses. On ne peut pas le faire si nous n'avons pas une économie qui tourne. Effectivement, dans le discours que le chef de l'État a fait aujourd'hui, il a dit un point très important concernant l'économie de ce pays, la diversification de l'économie congolaise. Jusqu'aujourd'hui, nous ne réfléchissons que la question de mines, c'est-à-dire la grande production vient à partir de nos minéraux. Mais le chef de l'État, à son premier mandat, il avait lancé le projet sur ce qui concerne le secteur agricole. Donc, la rentabilité ou la visibilité de cette question agricole avec les actions qui se sont faites avec le service national et tout consort vont commencer à être visibles dans ce quinquennat. Vous comprenez? Donc, la question de cette diversification avec les initiatives nouvelles pour que nous puissions avoir de revenus de nouvelles entrées, va faire à ce que ça puisse avoir un impact positif sur notre économie. Alors, j'aimerais dire quelque chose d'important. C'est la question du projet des 145 territoires. De la même manière, nous réfléchissons sur l'investissement dans les 145 territoires, il faut maintenant faire la réflexion sur la productivité de ces différents 145 territoires. Parce que parlons quand même de la production, justement, les pôles ne sont pas diversifiés. Justement, c'est là, dans les projets 145 territoires, il y a une partie. On ne parle que de partie investissement des infrastructures, mais il y a une partie d'investissement qui puisse doter à ces territoires la capacité de produire. Investissement tributaire aux infrastructures. Dans les secteurs agricoles et puis les équipements qui puissent leur permettre de créer des revenus et assurer l'autonomie dans le territoire. Parce que dans les projets des 145 territoires, il y a un investissement de plus ou moins, chaque territoire, plus ou moins 5 000 hectares de la couverture agricole. Vous comprenez qu'avec cet investissement, et que chaque territoire arrive à produire les produits venant de son territoire, excusez-moi la tautologie, les spécialités de son territoire, va faire à ce que, avec les transports, la construction des routes, qui est également un aspect important dans ces projets de 145 territoires pour la jonction des territoires, va faire à ce que ces produits qui sont produits, excusez-moi encore la tautologie, dans ces différents territoires, atteignent le centre urbain et ça va créer un échange au niveau national et l'argent va circuler au niveau des différents territoires. Ça, c'est un élément important. Je pense que dans ces quinquennats que nous allons commencer, cette question d'autonomie au niveau des territoires et de l'emploi au niveau des territoires, parce que l'agriculture, c'est le meilleur secteur qui puisse créer de l'emploi, beaucoup d'emplois. Imaginez s'il y a 1000 agriculteurs qui sont sûrs de leurs revenus mensuels ou trimestriels ou annuels, multiplié par 145, ça te fait 145 000 emplois en une année. Donc c'est un secteur hyper important sur lequel
le chef de l'État va se baser dans ce quinquennat, de manière à ce que ce soit le jeune, tout le monde puisse se retrouver dans ces différentes transactions financières qui vont avoir lieu, et ça créera un équilibre au niveau économique. Il faudra un bon encadrement. Quels sont alors les acquis du mandat finissant à consolider pour cette économie diversifiée? Déjà, la restauration de l'autorité de l'État. Vous savez que nos différents chefs de territoire, le différent chef de territoire ou nos services affectés dans les territoires, jusqu'au projet de 145 territoires, n'avaient pas des équipements qui puissent leur permettre d'assurer leur autorité en tant que chef de territoire. Il y a des territoires dans ces pays qui ont la dimension de certains États dans ces mondes. Et ces chefs de territoire n'avaient même pas de bureau responsable conséquent. La police ou l'armée ou les services régaliens de ces différents territoires n'avaient pas les équipements, n'étaient pas suffisamment installés pour jouer correctement leur rôle. Déjà, le règlement de cette question donne la capacité à l'État d'agir. Vous comprenez? Il y a la question des bâtiments administratifs, il y a la question de leur logement, il y a la question également de marchés et autres activités qui vont faire que l'autorité va exister. Et l'existence de l'autorité fait fonctionner l'État. Et ça, c'est déjà un élément très important. C'est donc dans ce contexte-là que le fameux slogan de la revanche du sous-sol par le sol pourrait être palpable? Ça pourrait être palpable, oui. Parce que nous ne devons pas rester concentrés seulement sur la question du sous-sol, parce que cette question se vide. D'après plusieurs années, on n'aura plus tous ces minéraux que nous avons aujourd'hui. Mais l'agriculture demeurera et restera toujours, parce que le sol continuera à produire. Mais les minéraux finiront par s'épuiser un jour. Donc il faudra qu'aujourd'hui, nous puissions nous concentrer, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, sur cette question agricole qui va demeurer pour toujours, pour l'épanouissement et le développement de notre nation. Les agriculteurs, ceux qui on devrait compter pour cet agro-business, devraient être formés. Ils ne le sont que très peu. Évidemment, dans le projet des 145 territoires, en fait, c'est un package, c'est un tout. Il y a la question formation, il y a toutes ces questions qui sont là-dedans. Le pays a été dans un trou trop profond qui a fait que la question qui a été visible, c'était seulement cette dimension des infrastructures, de nouvelles infrastructures. Les bâtiments administratifs, les centres de santé, les écoles. Parce que j'ai visité dans le Nkuboko une école maternelle, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai vraiment eu des larmes aux yeux. Malheureusement, je n'ai pas d'image, j'allais vous donner pour les montrer. J'ai eu des larmes aux yeux. Donc, ces projets des 145 Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le représentant de l'État est sous un arbre. Sous un arbre, il n'y a rien. Je suis resté 10 jours sans communication et pour avoir les réseaux, j'accrochais mon téléphone sur un arbre. Oui, c'est pareil. Vous comprenez? Dans plusieurs coins, finalement. Justement, c'est pour dire qu'il y a un grand travail à faire. Donc, le projet des 145 territoires est salutaire parce que la responsabilisation, justement, de ces chefs de territoire va faire à ce que chacun soit maître de sa zone et il puisse assurer le développement de son secteur sous l'encadrement du gouverneur et les autres. Vous comprenez? C'est une question cruciale et c'est un projet salutaire pour le développement de notre nation. Une fois que ces projets prennent de l'allure, parce que la première phase a commencé par la mise en place des équipements de base qui est presque à 55 ou 60%, maintenant la suite, ça sera la finalisation et le lancement de ces différents projets de développement pour que ces différents territoires deviennent autonomes et assurent justement le développement des différents de nos populations. Et c'est vraiment une voie salutaire pour le développement de notre nation. Le pays est favorable, même ratifier des accords pour la libre circulation des personnes, des biens, pour commercer, alors que nous-mêmes, on a encore faim, on est encore dans la malnutrition et le monde nous attend dans l'autosuffisance alimentaire chez nous, avant de vendre chez autrui, sinon ça nous profiterait à quoi? Justement, les CAF, justement, cette réalité de la mise en service de différents biens, enfin, libérer les zones où nous on achète tout chez les autres, nous on n'amène rien. Et c'est une question importante parce que cette question a été discutée avec les différents experts, parce que si nous ne faisons pas attention, que nous n'exportons pas, au fait, nous allons être le champ d'absorption de tous les autres. On l'est déjà et ça va l'être davantage. Donc,
c'est une question qui est déjà qui est en train d'être étudiée avec différents secteurs, des experts, de manière à ce que nous ne soyons pas des consommateurs des autres produits, mais nous également, nous puissions faire consommer nos produits auprès de des différents pays frontaliers et tout ça.